Comment on peut assassiner une personne avec un nombre de coups de couteau aussi effroyable, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça, quoi? L'échec, c'est peut-être qu'on n'a pas trouvé la bonne question au bon moment, mais ça, c'est vachement, c'est très très compliqué parce que il faut vraiment sentir le truc. Qu'a-t-il pu se passer au bord de ce chemin, dans la nuit du 27 au 28 décembre 1996? Comment expliquer un tel acharnement? Christelle Blétry connaissait-elle son meurtrier? A-t-elle été sa seule victime? Qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que ce qui est le plus grave, c'est qu'il y ait eu pendant une période un tueur en série en Saône-et-Loire, ou qu'il y ait eu une tueur qui ait fréquenté le même département et qui ait pu assassiner chacun leur tour des jeunes femmes? Pour tenter d'en savoir plus, nous interrogerons ceux qui l'ont connu, des témoins, mais aussi de nombreux experts. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Haïry, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur les derniers développements de cette affaire. Il y a 9 ans, nous avions consacré un numéro de non élucidé au meurtre sauvage de Christelle Blétry. Le 28 décembre 1996, le corps de cette jeune femme de 20 ans avait été retrouvé lardé de 123 coups de couteau dans un petit chemin de Blanzy, en Saône-et-Loire. Quand nous avons commencé à travailler sur cette affaire, cela faisait donc 13 ans que la PJ de Dijon cherchait à identifier le meurtrier. 13 ans que la famille de Christelle remuait ciel et terre pour que de nouveaux actes d'enquête soient régulièrement réalisés et pour que l'instruction ne s'arrête pas. Et en septembre 2014, coup de théâtre, un homme confondu par son ADN est arrêté et accusé du meurtre de Christelle Blétry. Je vous propose de revenir sur les différentes étapes de cette enquête hors norme avant de découvrir comment ce crime a pu être élucidé. 28 décembre 1996, 9h sonnent à Blanzy. Malgré le froid, les rues s'animent peu à peu. Mais chez les Blétry, les enfants dorment encore. Marie-Rose, la mère, se souvient que ce matin-là, c'est sa fille cadette Myriam qui s'est levée la première. Et là, elle nous dit, mais Christelle n'est pas dans son lit. Donc, rapidement, même, je suis montée voir, et en effet, le lit était vide, quoi. Et c'est là, tout de suite, c'est vrai que j'ai tout de suite compris qu'il était arrivé quelque chose de grave à Christelle. Parce qu'elle avait l'habitude d'appeler quand elle découchait, quand elle passait la soirée vers des amis, ou si elle rentrait tard, parfois je la croisais moi quand je me levais, quoi. Elle rentrait, elle allait se coucher. Donc c'était pas dans ses habitudes de ne pas rentrer. Marie-Rose téléphone partout, hôpitaux, gendarmerie, police, et partout la même réponse. Personne ne sait où est Christelle. Mon mari essayait de me calmer, de me raisonner, de trouver des excuses, mais t'inquiète pas, si, cela, enfin bon. Mais il n'était pas rassurant non plus. De plus en plus fébrile, Marie-Rose se rend chez la meilleure amie de sa fille. Je me suis dit, ça y est, Christelle n'est pas rentrée et elle vient me demander où elle est. Et ça a pas manqué. Donc Marie-Rose m'a demandé, elle me dit, écoute, Christelle n'est pas rentrée de la nuit, est-ce que tu sais où elle est? Mais Marie-France n'a pas vu Christelle depuis la veille. Alors Marie-Rose se rend au centre-ville, chez Philippe et Séverine, avec qui sa fille a passé la soirée. Quand on a vu la mère de Christelle derrière la porte, on était assez surpris, quoi. Parce qu'on pensait que Christelle était chez elle, qu'elle était rentrée chez elle, quoi. On ne pensait pas qu'il y avait eu quelque chose, quoi. Sa mère nous a dit, Christelle n'est pas rentrée, je viens voir des fois si elle n'est pas chez vous. Les amis de Christelle m'ont dit qu'elle était partie vers minuit, toute seule, comme d'habitude, et qu'ils ne l'avaient pas revue, quoi. L'angoisse monte encore d'un cran. Vers midi moins le quart, j'ai une amie que j'avais invitée à manger qui arrive. J'arrive avec mon bouquet d'œillets et puis je les vois dans le couloir vers le téléphone avec des mines atterrées. Je lui explique donc que nous cherchons Christelle, qu'il est arrivé quelque chose à Christelle, c'est certain. Il est midi. À Blanzy, c'est l'heure où le facteur termine sa tournée. Il s'engage sur le chemin de l'étang d'Ocle pour distribuer son courrier à la ferme. Au même moment, Marie-Rose part pour le commissariat de Montceau-les-Mines pour déclarer la disparition de sa fille. Elle ne sait pas qu'à 2 kilomètres de là, le facteur vient de découvrir un corps gisant sur le bas-côté.
À 12h10, les pompiers reçoivent son appel affolé. Quelques minutes plus tard, un véhicule quitte la caserne. On a été appelés par le facteur. Puis nous, on est partis pour personne dans le fossé, quoi. On est arrivé, on a vu tout de suite qu'elle était morte, quoi. Elle avait le visage tout machiné, tout blanc, tout... Oh ben non, puis les yeux complètement retournés à l'envers. Ah ben non, on a vu tout de suite, hein. Mais le chef de garde nous a dit, bon, il n'y a plus rien à faire, quoi. À Monceau, Marie-Rose attend avec son amie Karine, qui a tenu à l'accompagner. Au commissariat de police, on nous fait attendre dans un premier temps dans le hall, où on entend dans leur radio jeune fille, coup de couteau. Et enfin, au bout d'un quart d'heure, on nous fait monter dans le bureau. Et au moment en fait où on est dans le bureau, il y a 1 ou 2 coups de fil. Et là, on entend, ou on distingue, ou on comprend tout au moins qu'ils ont retrouvé un corps près d'étang d'Ocles. Voilà. Et je leur demandais si c'était Christelle. Et là, il nous a répondu non. Enfin, on ne peut pas vous dire, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais dites-moi, vous avez des nouvelles, enfin, vous voulez savoir. Et non, on ne peut rien vous dire. Donc, j'ai fait la déposition et il nous a renvoyés dans le hall d'entrée. Et puis peu de temps après, on voit arriver un facteur décomposé qui s'annonce comme la personne ayant trouvé le corps de la jeune fille. J'aurai toujours cette image de lui. Il avait les bras ballants et il m'a vu, il m'observe. Je lui dis c'est ma fille. Il m'a pas répondu. Je crois qu'il pouvait pas me répondre, quoi. Personne ne veut répondre à Marie-Rose. Les policiers lui demandent simplement de se rendre à l'hôpital de Monceau-les-Mines. Gilles Blétry, le père de Christelle, y rejoint sa femme. En ce moment-là, Gilles et Marie-Rose sont toujours dans l'espoir. Parce que tant qu'ils n'ont pas vu le corps de leur fille à la morgue, ils ont l'espoir, comme n'importe quel parent, que ce soit pas Christelle, quoi, malgré le fait qu'on leur a laissé entendre que ça pouvait effectivement être leur fille. Les investigations débutent autour du corps de la victime. La jeune femme décédée porte un blouson. Dans sa poche, une carte d'identité est retrouvée, au nom de Christelle Blétry. Marie-Rose et son mari attendent toujours à l'hôpital de Monceau-les-Mines. Ils ne le savent pas encore, mais c'est bien le corps de leur fille, tout juste âgée de 20 ans, qui vient d'être retrouvé sur un petit chemin de campagne. Quand on prend la route de Montcenis en sortant de Blanzy, le chemin de l'étang d'Ocles est le premier que l'on croise, sur la droite. Après quelques centaines de mètres, il se termine en cul-de-sac, dans la cour d'une ferme. Un coin de campagne isolé, à moins de 2 km de la ville. Le corps de Christelle est découvert dans le premier tiers du chemin, à gauche, le long des haies. Tout d'abord une masse sombre sur le bord de la route. Et puis finalement, c'est la découverte du corps de cette jeune fille, habillée tout de sombre, avec son blouson noir, son pantalon noir, qui gît là, à plat ventre dans le fossé. Son sac entre la hanche et le genou, sur le côté. On aperçoit immédiatement des traces de pneus. On trouve un sac McDo, un sac d'emballage McDo, avec des serviettes, des restes de repas. Et on trouve quelques traces de sang sur la route et sur l'herbe. Les pompiers sont les premiers sur les lieux. Ils arrivent vers 12h20, suivis quelques minutes plus tard par le véhicule du service médical d'urgence régional, le SMUR. Ils font ensemble leur première constatation. Le corps était face sur le ventre, quoi. Puis nous, avec les gars du SMUR, le tweet du SMUR, on a compté les coups de couteau dans le blouson. Et puis, je vous dis, on a arrêté à 92 ou 93 coups de couteau. Les premiers policiers présents sont ceux du commissariat de Monceau-les-Mines. Ils ne seront rejoints qu'aux alentours de 15h par les officiers de la PJ de Dijon. Nous, ce qu'on a constaté en arrivant, c'est qu'il y avait quelques gouttes de sang sur la petite route goudronnée qui menait à la ferme isolée, à quelques mètres du corps.
quelques taches de sang dans l'herbe, et effectivement le gros du flux sanguin se trouvait sous le corps qui était face à terre. On s'est mis à rechercher dans les champs avoisinants tout ce qui pouvait intéresser notre enquête, hein, notamment un couteau, puisqu'on pensait qu'on avait objet qu'on n'a pas retrouvé sur place. Près du corps, des traces de pneus sont visibles, mais aucun moulage n'est effectué. Au vu de la température qui est descendue jusqu'à -5 degrés cette nuit-là, ces traces sont jugées peu pertinentes. Aucune trace n'a été relevée à proximité du corps. Lorsqu'on est arrivé, la terre était gelée, aucune trace n'a été relevée. Près du corps de Christelle, les policiers prélèvent le sang dans l'herbe et sur le chemin. Ils emportent aussi le sac et les gobelets de fast-food. Avec le médecin légiste appelé sur les lieux, ils procèdent ensuite à l'examen du corps. Lorsqu'elle a été retournée, là on s'est aperçu que le visage et le tronc étaient maculés de sang et on distinguait nettement de nombreux coups de couteau, enfin ce qu'on pouvait attribuer à des coups de couteau. Le légiste essaie de déterminer l'heure du décès. Lorsque le médecin arrive sur la scène de crime, la première chose qu'il doit faire, c'est relever les températures. Donc, température ambiante, température corporelle, pour approcher le délai post-mortem, car ce sont les seuls éléments qui vont permettre, dans les 24 premières heures, d'approcher, je dis bien d'approcher, l'heure de la mort. Mais le froid brouille les pistes. Si le corps a gelé, c'est un peu comme quand on met des choses dans le congélateur. On voit bien que ça arrête toutes les manifestations physiologiques. Et en revanche, après, ça les accélère quand ça dégèle. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui empêche vraiment d'approcher la datation de la mort. Le samedi 28 décembre 1996 à 17h, le corps de Christelle Blétry est transporté au centre hospitalier Jean Bouvry de Montceau-les-Mines. L'urgence d'obtenir des indices est telle que l'examen médico-légal est réalisé le jour même de la découverte du corps. L'autopsie débute vers 18h. C'est un acte essentiel pour l'enquête. Le docteur Jean-Paul Guillemin commence par l'examen externe. Une fois dévêtu, le corps de Christelle laisse apparaître de très nombreuses plaies. Le médecin légiste en dénombre 123 au total. Son premier travail consiste à les localiser le plus précisément possible, car l'emplacement des plaies peut donner une idée du déroulement du meurtre. Il se trouve qu'en ce qui concerne Christelle Blétry, il va dénombrer de nombreuses plaies de défense sur les mains et les avant-bras de Christelle, ce qui démontre qu'elle s'est défendue. Christelle était donc pleinement consciente au moment de son agression. Elle a cherché à se défendre et faisait alors face à son tueur. Le légiste poursuit sa description des atteintes corporelles. Il va nous indiquer qu'il y a essentiellement des plaies sur le côté, la partie gauche de la victime, la partie du thorax, la partie arrière, le dos, la nuque, le visage, le bras gauche, le sein gauche. L'examen externe doit être exhaustif de la tête aux pieds et on va décrire toutes les plaies, leur orientation, les mesurer. Ça va nous permettre d'avoir une idée de l'instrument qui les a provoquées. Devant le corps de Christelle, le docteur Guillemin est moins systématique. Il ne procède pas à une description extrêmement précise des plaies. Il y aura plutôt des photos qui seront effectuées de ces plaies. Il ne va pas les décrire, il va les trouver qu'elles sont plus ou moins similaires. Christelle a donc été tuée avec une seule et même arme. La quantité importante du coup de couteau, 123, donne une petite idée du type d'arme qui peut être utilisée. Donc, deux solutions, soit la lame est fixe, soit la lame est fixée par le cran d'arrêt. Les couteaux à cran d'arrêt ont des viroles, c'est-à-dire de petites bagues qui bloquent la lame une fois dépliée. Pour donner 123 coups de couteau, l'auteur ne pouvait pas utiliser une arme dont la lame aurait pu se replier sur ses doigts à chaque impact. L'examen interne des organes va ensuite donner des indications sur la violence du tueur. On va donc indiquer le nombre, la nature des plaies, celles qui étaient mortelles ou pas. On va quand même indiquer leur profondeur. Et en fonction de la profondeur et des organes qui auront été traversés ou des os qui auront été touchés, ça va quand même nous permettre quand même de conclure formellement en des coups répétés, appuyés. La notion de coup appuyé est quelque chose que nous utilisons assez souvent. Ces atteintes ont forcément entraîné chez Christelle d'importantes hémorragies internes. Mais le sang qui s'écoule à l'intérieur du corps ne ressort pas toujours massivement par les plaies. Lorsque le corps est mort, le cœur ne bat plus, bien sûr, et le sang ne gicle plus. Et en fait, la peau a une certaine élasticité et elle se referme un petit peu.
Et du coup, c'est pas toujours évident de voir qu'il y a un grand nombre de coups de couteau. Les nombreux coups de couteau ont provoqué une forte hémorragie interne. Ceci explique pourquoi on a retrouvé peu de sang sur la scène de crime. L'autopsie est aussi le moment de vérifier si le tueur avait d'autres intentions. On va vérifier la région génitale. De toute façon, ça fait partie de l'examen complet qu'on fera systématiquement. Donc, premièrement, il peut y avoir des signes de violence à ce niveau-là ou pas. Et puis, on va toujours faire des prélèvements en vue d'ADN ultérieurs qui pourront ou pas être ordonnés par le magistrat s'il le juge utile. Christelle n'a pas eu de relation sexuelle avant son décès. Les analyses révéleront qu'elle n'a pas non plus consommé d'alcool ni de drogue et qu'elle n'a rien mangé durant la nuit. Mais le légiste ne trouvera aucun élément qui permettrait de déterminer l'heure du décès avec précision, en soulignant que les blessures sont presque exclusivement situées sur la partie haute et gauche du corps, et en relevant la manière dont les hémorragies internes se sont écoulées. Le médecin légiste conclut son autopsie en indiquant que Christelle a été tuée en position assise, probablement dans une voiture. Pour le professeur Grombe, il faut se méfier des conclusions qui évoquent trop précisément les circonstances d'un meurtre. À la fin de l'autopsie, on a quand même un certain nombre d'éléments relativement précis sans arriver à reconstituer l'histoire. Et je pense qu'une des grandes règles en médecine légale, c'est au moins dans les premiers rapports de ne pas avancer de choses dont on n'est pas sûr à 100%, car ça peut vraiment faire capoter une enquête. Jean-Marc, pour ce numéro de Non élucidé, nous avions fait le choix d'aller tourner en plein hiver sur les lieux de l'affaire. Nous voulions retrouver les conditions météo du soir des faits, car il nous semblait important de nous replacer le plus possible dans les circonstances exactes du meurtre. Oui, je me souviens très bien du froid glacial qu'il faisait quand nous nous sommes rendus sur le chemin de l'étang d'Ocle, à l'endroit même où le facteur avait découvert le corps de Christelle Blétry. Pour moi, dès le départ, il était évident qu'elle avait été emmenée là en voiture par son tueur. C'était inconcevable qu'elle ait pu rejoindre ce chemin isolé par ce froid-là en pleine nuit. Autre déduction, Jean-Marc, le tueur connaissait forcément les lieux. Ce n'est pas un endroit que l'on découvre par hasard. Le tueur savait que ce chemin se terminait en cul-de-sac dans la cour d'une ferme. Il savait que personne ne passerait par là en pleine nuit et donc qu'il ne serait pas découvert. Oui, c'est ce qui me fait dire que le tueur habitait la région au moment des faits. Tout laisse à penser qu'il a fait monter Christelle dans sa voiture sous un prétexte ou sous un autre et qu'il l'a emmenée dans ce petit chemin. Elle a rapidement compris que le piège se refermait sur elle, qu'elle ne pourrait attendre aucun secours à cet endroit. C'était un cauchemar. À l'époque, la mère de Christelle, Marie-Rose Blétry, savait bien sûr que nous tournions à Blanzy. Elle est venue un soir nous saluer et nous avons été profondément marqués par sa force et sa détermination à tout faire pour que celui qui a tué sa fille de 123 coups de couteau soit enfin arrêté. Oui, le courage de cette femme est remarquable. Marie-Rose Blétry s'est battue sans arrêt. Elle a utilisé tous les moyens à sa disposition, des moyens médiatiques, les moyens associatifs et bien sûr les moyens juridiques par l'intermédiaire de ses avocats en utilisant toutes les possibilités que lui offrait sa constitution de partie civile. Et ses avocats ont demandé des actes sans relâche, non seulement pour faire avancer l'enquête, mais aussi pour qu'une ordonnance de non-lieu ne vienne pas clôturer cette affaire. Et c'est en grande partie grâce à elle que le meurtre de Christelle Blétry a finalement été élucidé. Mais avant de comprendre comment le tueur a été identifié, il convient de revenir au tout début de l'enquête. L'urgence était alors de retracer l'emploi du temps de la victime le soir du meurtre. Pour les vacances de Noël, Christelle est rentrée à Blanzy, bien décidée à oublier les contraintes de son internat, où elle étudie pour devenir puéricultrice. À tout juste 20 ans, elle rêve de liberté sur les chansons de Jean-Jacques Goldman, mais elle réside encore chez ses parents. Pendant les vacances, Christelle vit au rythme des sorties entre copains, le plus souvent avec Marie-France, sa meilleure amie. Mais ce vendredi soir 27 décembre 1996, Marie-France décide de rester chez elle. C'est donc seule que Christelle rejoint d'autres amis dans le centre de Blanzy. Le vendredi soir, elle est partie en disant qu'elle allait passer la soirée chez ses amis Philippe Carré, Séverine Creuset, que j'allais regarder un film. Voilà, c'est à peu près ce qu'elle m'a dit. Et Christelle est partie très tôt dans la soirée. Je pense que ça devait être 19h15, 19h30. Elle avait mangé avant de partir. La nuit est tombée. Christelle s'apprête à quitter le pavillon familial, à pied. Christelle avait son permis, mais elle l'avait depuis quelques mois. Bon, moi à l'époque j'avais une petite voiture et je lui disais, bon, il faut que tu prennes connaissance de ma voiture.
Et je trouvais que Christelle n'était pas responsable au volant. Donc, je lui laissais pas ma voiture. Donc, elle est partie à pied. Elle adorait marcher, donc ça ne lui posait aucun problème. Un peu plus d'1 kilomètre sépare la maison des Blétry du 6 rue Joseph Lambert, où Christelle va rejoindre 4 copains. Jérôme, Nicolas, Séverine et Philippe, chez qui a lieu la soirée. Bon, on a parlé, de toute façon, on a parlé, elle a fumé. Clope normale, je dis bien, c'est la fumée normalement. On a bu notre café, je pense, je ne me rappelle plus bien exactement parce que ça fait loin. Une soirée comme toutes les autres. Des soirées tranquilles comme on avait l'habitude de passer. À discuter, à regarder la télé. Ce soir-là, ils regardent Robin des Bois sur France 3. Puis ils se font peur devant Poltergeist, une série fantastique. La soirée télé s'achève un peu après minuit. Elle a dit qu'elle rentrait chez elle, donc pour moi elle rentre chez elle, hein. Christelle nous l'a dit, je rentre. Quoi. Moi je l'aurais bien accompagné, mais avec quel véhicule? Parce que bon, je pense qu'il ne devait pas faire bien chaud. Puis bon, je l'aurais emmené avec ma pauvre mobilette. Elle n'aurait pas bien roulé. Hein. C'était pas une petite nénette. Hein. C'était une grande fille. Christelle, on l'a vu la dernière fois au moment là où on a fermé la porte, quoi. Je veux dire, on n'aurait plus eu de souvenirs, quoi. Plus rien. La dernière personne à avoir parlé à Christelle, c'est leur copain Jérôme, qui habite l'étage au-dessus. Avant d'aller se coucher, il raccompagne la jeune femme jusqu'à la porte de l'immeuble. Ils discutent une quinzaine de minutes sur le trottoir. Puis vers minuit 30, Christelle lui dit simplement comme aux autres, « Je rentre ». Christelle a le choix entre 2 itinéraires. Soit elle remonte la rue Joseph Lambert, puis la rue de la République, jusqu'à la rue Pasteur, et tourne à droite. Soit elle prend le raccourci par la rue du Puy-3. C'est ce chemin qu'elle avait l'habitude de prendre. Depuis que mes enfants sont tout petits, on marchait beaucoup, et si on allait à Blanzy, au sport, partout, on prenait toujours ce chemin-là. Hein. Parce que ça coupe quand même un petit peu. Et comme cette nuit-là, il faisait très froid, je pense que si elle devait gagner quelques mètres pour vite rentrer au chaud, elle serait passée forcément par là, quoi. Le seul problème, c'est que la nuit, c'est très très peu éclairé. Christelle quitte le 6 rue Joseph Lambert, entre minuit 30 et 1h moins le quart. Plus elle remonte la rue principale, vers le quartier de ses parents, plus elle s'éloigne des lumières de la ville. Quelques cafés sont encore ouverts, mais en 1996, les fumeurs ne sont pas contraints de griller leurs cigarettes dehors. Personne sur les trottoirs. Les pas de Christelle résonnent. Sa silhouette se découpe dans la nuit. Au bout de 5 minutes, elle arrive place de la Liberté. Selon sa mère, elle a alors dû tourner à droite, rue du Puy-3, celle qu'on surnomme le chemin noir. Christelle aurait dû arriver chez elle au 32 rue Pasteur, au plus tard vers 1h du matin. « Je rentre », a-t-elle seulement dit, avant de s'enfoncer dans la nuit, avant de croiser son tueur. Les policiers se lancent à la recherche de témoins. Ils frappent aux portes des habitations qui bordent la route, empruntée par Christelle, la nuit du meurtre, et entendent de nombreux riverains. L'un d'entre eux déclare avoir entendu, après minuit, 2 hommes qui parlaient fort, puis un cri de femme. Mais sans plus de précision, ce témoignage ne permettra pas de faire avancer l'enquête. Il faut donc de toute urgence fouiller la vie de la victime, pour tenter de répondre à cette question essentielle. Christelle Blétry connaissait-elle son tueur ? Pour l'état civil, Christelle est une lycéenne âgée de 20 ans et 1 mois. Elle vit depuis toujours dans cette maison, rue Pasteur, avec son père Gilles, aujourd'hui décédé, sa mère Marie-Rose, sa petite sœur Myriam, 13 ans, et son petit frère Nicolas, 10 ans. Christelle, une jeune fille à la vie bien tranquille. Pour sa famille et ses amis proches, elle n'est ni vraiment tourmentée, ni vraiment rebelle. Christelle était quelqu'un de très humain. Elle était toujours prête à porter secours à n'importe qui, à rendre service. Elle était joviale, elle était rigolote. Je pense à cette grande fille là, qui était bien gentille, tout ça, qui ne méritait pas ça. Parce qu'elle était bien sympa, on va dire, elle avait le cœur sur la main, voilà.
Dans le cadre du bac professionnel qu'elle prépare pour devenir puéricultrice, Christelle a fait un stage à la maison de quartier de Blanzy. Ce boulot-là lui parlait vraiment. Elle était avec les enfants, à l'aise, et elle prenait des initiatives et avait envie vraiment de bien mener les choses. Non, une jeune sérieuse, quoi. Une ado qui, pour moi, avait pas de soucis. Christelle aimait vivre, elle avait une joie de vivre, comme tous les jeunes, je pense. Hein. On aimait bien sortir, on aimait bien s'amuser, la musique aussi. Les goûts qu'on avait en commun, peut-être les garçons. Mais Christelle n'était pas très sûre de son physique. Brune, elle devenait blonde. Ronde, elle se forçait à maigrir. Elle cherchait qui elle était dans le regard des autres. Elle aimait sortir, séduire. Mais dans les dernières semaines de 1996, son comportement avait changé. J'avais l'impression qu'elle n'était pas comme d'habitude, c'est-à-dire que je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi ni comment j'avais cette impression-là. On avait été surpris avec mon mari puisqu'elle a été au moins presque 15 jours, 3 semaines sans sortir. On se disait, tiens, c'est bizarre, elle sort plus. Et bon, elle parlait pas beaucoup. À Noël, en famille, Christelle paraît plus détendue. Mais ce n'est peut-être qu'une façade. Car elle fait une confidence troublante à sa meilleure amie. La dernière fois que je l'ai vue, moi, on était à Blanzy, on était dans le centre de Blanzy, on allait boire un coup après au café, et puis elle m'a pris à part pour me dire qu'elle avait l'impression en fait d'être suivie depuis quelque temps. Enfin, la dernière parole de Christelle au soir de sa disparition est encore l'expression d'une crainte. Christelle a dit qu'elle avait peur de rentrer, mais peur de quoi on ne sait pas. Malgré cette peur, Christelle part à pied, seule. Elle n'appelle pas ses parents. A-t-elle voulu affronter ses frayeurs, se prouver qu'elle était une grande fille? Christelle avait un petit caractère bien spécial quand même. Bien spécial, quand elle avait quelque chose dans la tête, elle ne démordait pas, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, elle ne pouvait pas monter dans une voiture si elle ne connaissait pas. Quand elle était vraiment décidée à faire quelque chose, elle le faisait. Mais à monter avec n'importe qui, ça, elle ne l'aurait jamais fait. 3 jours après le drame, le journal local publie une lettre que Christelle Blétry avait envoyée à sa meilleure amie, peu de temps avant le meurtre. Cette lettre révèle un épisode jusque-là totalement inconnu dans la vie de la jeune femme. L'anecdote que raconte Christelle va bouleverser ses proches et intéresser tout particulièrement les enquêteurs. Car pour les policiers, cette lettre ouvre une piste très intéressante. Il m'en est arrivé de bonnes avec Seb. Le 26 novembre, il est venu me chercher avec un de ses copains. On s'est retrouvés tous les 3 au bord du lac de Torcy. Et au bout d'1 heure, il avait fumé au moins 10 joints d'affilée. Il a pris un de ses couteaux, me l'a foutu sous la gorge. Il m'a obligé à fumer. Moi, je ne voulais pas. Il m'a menacé et m'a demandé de faire la pute pour lui. J'avais le couteau pendant un bon bout de temps et je peux vraiment te dire que j'ai flippé. Christelle avait l'habitude d'envoyer des lettres à Marie-France. Petit mot entre amis, devenu pièce à conviction après le meurtre. En lisant la lettre publiée dans le journal, les proches ont l'impression de découvrir quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. C'était la surprise, oui. Et je pense qu'on n'aurait pas dû la publier parce que c'était la salir. Christelle, c'était pas ça. On a été un peu surpris que la vie que Christelle avait, quoi. En dehors de nous, quoi. De toute façon, c'est simple, elle avait une deuxième vie. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ça, elle aurait dû nous en parler, quoi. Si c'est pas possible, c'est pas vrai. Elle l'a inventé, quoi. Sinon, elle nous en aurait parlé. On n'y croit pas. La scène aurait eu lieu au bord du lac de Torcy, fin novembre 1996, un mois avant le meurtre. C'est ici, dans sa voiture, que Seb aurait menacé la jeune femme avec un couteau. Mais Marie-France n'interprète pas la lettre comme un appel au secours. Comme elle avait toujours tendance à en rajouter un petit peu, je ne sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça ou pas. Je me suis simplement dit qu'elle était tombée sur le mauvais garçon et que voilà, c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver et qu'elle avait bien fait en fait de plus être avec. Seb est immédiatement placé en garde à vue.
Beaucoup pensent alors que l'assassin est arrêté. Mais le jeune homme présente un alibi. Il dit avoir passé la soirée dans cet hôtel, à fumer des joints avec ses copains. Il a ensuite parcouru 200 mètres pour rejoindre la boîte de nuit, qui à l'époque s'appelle encore le Tropicana. Il dit y être resté jusqu'au petit matin. 8 personnes confirment les propos de Seb. Le jeune homme violent et grand consommateur de cannabis a donc un alibi solide pour le soir du meurtre. Les policiers mettent fin à sa garde à vue et se lancent à la recherche de nouvelles pistes. Leur seule certitude à ce stade de l'enquête, c'est que Christelle a croisé son tueur entre le moment où elle quitte ses amis et l'heure à laquelle elle aurait dû arriver chez ses parents. Autrement dit, entre minuit 30 et 1h du matin. Mais à quel endroit Christelle a-t-elle été abordée? A-t-elle senti le danger? Comment a-t-elle été approchée par son tueur? Les policiers vont devoir répondre à toutes ces questions. L'enquête sera difficile, promet le journaliste qui signe le tout premier article sur le meurtre de Christelle. Au SRPJ de Dijon, les policiers se lancent dans la recherche de témoins. Il faut faire quoi dans ce genre de dossier? L'environnement familial, très important. L'environnement proche, tous les amis, tous les contacts que Christelle peut avoir, ses copines de lycée, ses professeurs, etc., ses éducateurs sportifs, parce qu'elle faisait pas mal de sport, du tennis, des choses comme ça. Donc ça étend les recherches à de nombreuses personnes. D'ailleurs, dans ce dossier, je crois qu'il y a eu plus de 150 personnes entendues. La police joue la carte de la proximité avec les proches de la victime. Marie-France devient alors une source d'information capitale. Pendant près de 3 mois, j'ai passé quasiment tous mes mercredis après-midi au commissariat, puisque en fait, comme Christelle était ma meilleure amie, il jugeait qu'en fait c'était moi qui en savais le plus sur elle et qui pouvait peut-être le mieux les aiguiller pour l'enquête. Les enquêteurs explorent une à une toutes les facettes de la vie de Christelle. Les amis de la dernière soirée sont les premiers à être entendus. 6h du matin, ils ont frappé à la porte, je me suis demandé ce qui arrivait. On a ouvert la porte bien sûr. Ils ont perquisitionné, pire que si on était des suspects, des voleurs, ce que vous voulez, vu qu'on était les derniers à l'avoir vu. Donc, ils auraient cru peut-être penser trouver un couteau plein de sang ou un truc comme ça, dans l'armoire. Ah bah oui, non mais ils ont tout viré. Ils ont tout sorti, mais pourtant j'avais un petit appartement, mais ils ont tout fouillé. Ils m'ont pris des cheveux, pareil pour voir par rapport à l'ADN, quoi, je pense. Et puis nous emmener en garde à vue au commissariat. Des corbeaux vont alors s'inviter dans l'enquête. Il y a eu de nombreuses lettres anonymes, comme dans toutes les affaires criminelles. Beaucoup de personnes veulent témoigner, de façon anonyme ou pas parfois, et emmènent les enquêteurs sur des pistes des fois qui sont inutiles, mais qu'il faut vérifier. Christian Poletti est l'un des Blanzinois mis en cause par une lettre anonyme. Il y en a qui avaient raconté des conneries, que j'avais tout eu un tas d'armes, puis tout. C'est pour ça qu'ils sont venus à la maison. Ils sont venus me chercher le matin à 7h. Ils m'ont interrogé, ils m'ont démonté toute la voiture. Parce que j'avais changé les housses de voiture. Quand ils ont enlevé les housses neuves que j'avais mises, ils ont su les anciennes housses. Ils ont trouvé il y avait des coupures de couteau, quoi. Parce que je l'avais acheté à mon ancien patron. Donc le gamin avait coupé les sièges. Et puis ça correspondait avec les traces du coup de couteau qu'elle avait reçu dans le dos. Après la voiture, les policiers s'intéressent à la collection d'armes du pompier volontaire. Avec mon embarqué de baïonnette, qui m'ont jamais rendu d'ailleurs. Une petite baïonnette qui correspondait au coup de couteau que j'avais reçu, quoi. Il faisait la même largeur, puis tout. Il y aura d'autres suspects. Un homme qui emmenait régulièrement sa maîtresse sur les lieux après le meurtre. Un autre qui avait connu Christelle au lycée de Vérove. Et plus tard, un ami très proche de la famille Blétry. Semble-t-il que ça venait d'un témoignage anonyme. Et puis on ne sait plus. On ne sait plus si on doit y croire, si on ne doit pas y croire. Moi, je veux l'assassin de ma fille en prison et non pas un innocent. De tous ces suspects, il reste plus de 900 procès-verbaux d'audition. Des alibis vérifiés, des prélèvements ADN, des armes saisies, plus de 50 voitures analysées et des amitiés brisées. Les auditions des proches de Christelle n'ont rien donné. Les dénonciations anonymes non plus. Les rumeurs courent, mais aucun suspect n'est identifié. Les policiers vont alors se plonger dans les archives criminelles et tenter de faire des rapprochements avec d'autres affaires. Ils découvrent vite que la région a été marquée par une succession de meurtres de femmes.
Ces crimes ont-ils un lien avec le meurtre de Christelle Blétry? Dans ce cas, la jeune femme a-t-elle été la victime d'un tueur en série? Chaque dossier est ressorti, chaque affaire réétudiée. Tout commence 10 ans avant le meurtre de Christelle, le 18 novembre 1986. Sylvie Aubert, une caissière de 23 ans, disparaît à la sortie d'un supermarché de Chalon-sur-Saône. Elle est retrouvée 5 mois plus tard, dans une rivière à Géanges, étranglée, les mains liées par du fil de fer. C'est le début d'une longue série qui va alimenter pendant 20 ans les pages de la presse régionale. 18 décembre 1986, dans une cave du Creusot, Christelle Maïri est poignardée de 33 coups de couteau en milieu d'après-midi. Elle avait 16 ans. 16 ans, comme Marthe Buisson, retrouvée à l'été 87 au bord de l'autoroute, près de Mâcon, le crâne fracassé. Un été meurtrier sur ce morceau d'autoroute. 3 semaines plus tard, sur l'aire de Saint-Albin, on retrouve Nathalie Maire, employée saisonnière de 18 ans, battue à mort et étranglée. 17 novembre 1990, Carole Soltisiak, 13 ans, disparaît à Montceau-les-Mines, sur le chemin de sa maison. On la retrouve le lendemain dans un bois, à 15 km de là, violée, étranglée et poignardée. La série noire continue avec le meurtre de Christelle Blétry en décembre 1996. Mais elle ne s'arrête pas là. Le 7 février suivant, Virginie Bluzet, 21 ans, disparaît à Beaune. 5 semaines plus tard, au bord de la Saône, on découvre son corps sans vie. C'est encore dans la Saône, à Mâcon, qu'on découvrira Vanessa Thiellon, 17 ans, droguée et battue à mort, début juin 1999. Et plus récemment, au printemps 2005, le corps d'Anne-Sophie Girolet, une étudiante de 20 ans, disparue 2 semaines plus tôt. Au fil des affaires, les lieux de découverte des 9 victimes semblent dessiner ce que la presse appellera le triangle de la peur. Le terme de triangle ne me plaît pas parce que ça renvoie à un autre triangle et il n'y a pas de triangle maléfique entre Chalon, Monceau et le Creusot. Mais comment expliquer cette criminalité hors norme? C'est une région minière qui a connu des difficultés, notamment dans les années 80, puisqu'on a connu la fermeture des mines, qui a engendré, si vous voulez, une baisse donc des emplois. Et j'ai même dit que on avait sacrifié une génération, la catégorie des 20-30 ans, qui s'est retrouvée sans emploi. Et là, effectivement, on a senti une poussée de la délinquance. Pour faire pression sur la justice, les familles des victimes se sont regroupées au sein de l'association Christelle, créée en 1997 autour de Marie-Rose Blétry. Ensemble, elles luttent contre l'oubli et militent pour la poursuite des investigations. C'est malheureux, hein. Quand ça se retrouve tous comme ça, toutes les familles qui ont perdu des enfants, c'est dur, hein, quand même. Hein. On n'est pas tout seul, on est plusieurs quand même à se battre. C'est ça qui est bien, quoi. Vous savez, on y songe tous les jours, hein. Tous les jours, il y a peu de journées qu'on n'y songe pas de nos enfants, hein. L'extrême disparité des modes opératoires a amené les enquêteurs à conclure que tous ces crimes n'ont pas pu être commis par la même personne. Sur les différentes affaires, je crois qu'il n'y a aucun lien à faire. Par contre, on en discutait évidemment qu'on en discutait parce que c'était quand même quelque chose qui était très proche et puis c'était des jeunes femmes pratiquement du même âge qui avaient subi le même sort, donc ouais, automatiquement c'est... Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu, non, je crois qu'il n'y a pas de lien. Cette conviction a été renforcée par les investigations de l'Office central de la répression des violences aux personnes. Ici, les enquêteurs, gendarmes et policiers se penchent sur les cold cases, les affaires anciennes non élucidées. Pour les affaires de Saône-et-Loire, nous avons été simplement consultés en ce qui concerne notre base Salvac. Salvac, c'est le nom d'un logiciel utilisé pour détecter les crimes en série. Les analystes cherchent à établir des rapprochements entre plusieurs homicides pour savoir s'ils peuvent être attribués à un même auteur. Des coïncidences de lieu, d'âge et de période ne suffisent pas. Il faut croiser toutes les données du crime. À l'époque, il a été considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant d'affirmer qu'il y a vraiment un rapprochement entre ces affaires. Depuis la diffusion de notre émission en 2009, plusieurs de ces cold cases ont été résolus. En décembre 2011, un homme a été mis en examen pour le meurtre de Christelle Maïri. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. En 2012, c'est le meurtre d'Anne-Sophie Girolet qui a été élucidé. Ce sont les progrès scientifiques qui ont permis d'isoler l'ADN d'un homme dans la voiture de la victime. Son procès en appel est prévu cette année. Dans ces affaires anciennes, les scellés portent souvent tous les espoirs de résolution. Lors de notre émission en 2009, le procureur de la République de Dijon
nous annonçait d'ailleurs de nouvelles analyses de scellés dans l'affaire Christelle Blétry. De nouvelles investigations sur le plan scientifique vont être diligentées dans très peu de temps par le juge d'instruction, au fin de parfaire les analyses déjà faites. Il y a un véritable espoir qui se crée et qui nous démontre que ce travail doit être fait à fond dans des laboratoires spécialisés dans ce domaine. Si les scellés ont été conservés dans de bonnes conditions, effectivement, on peut les réanalyser aujourd'hui. Donc on aura certainement plus de chances d'obtenir des résultats qu'il y a 5, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, évidemment. Et ça peut être intéressant pour rouvrir des enquêtes. Après tant d'années de travail infructueux, la police attend elle aussi beaucoup des progrès de la science. Si une nouvelle découverte était faite sur les vêtements de Christelle, elle pourrait relancer toute l'enquête. Je pense qu'il y a toujours un espoir. Je pense que les nouvelles technologies au niveau de la police scientifique et technique vont peut-être permettre de relever des dossiers. On a vu la preuve il n'y a pas tellement longtemps sur Auxerre où je ne sais plus combien de temps, 26 ans après, je crois que l'auteur d'un viol et d'un meurtre a été confondu par cette trace ADN. Donc moi je crois en cette nouvelle technique. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de cette affaire, certainement. Il faudra pour cela que la justice débloque les fonds nécessaires à une analyse complète des scellés. Malgré le temps, la vérité peut toujours éclater. Marie-Rose Blétry a besoin que l'assassin de sa fille soit identifié. Je ne pense jamais à Christelle autrement que se faisant assassiner. C'est aussi pour ça que je veux savoir pourquoi et qui l'a assassiné. Parce que je pense que quand on connaîtra l'auteur, j'aurai des souvenirs de Christelle d'avant. Je voudrais tellement penser à Christelle autrement qu'en se faisant assassiner, quoi. Christelle, c'est mon enfant, c'est ma fille. Bon, c'est pas normal de pas y penser, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. En 2009, nous terminions notre émission sur l'espoir que suscitait l'exploitation des scellés. Et en 2014, coup de théâtre, un ADN masculin était isolé dans les traces de sperme retrouvées sur le pantalon et le soutien-gorge de Christelle Blétry. Et une fois versé au fichier des empreintes génétiques, cet ADN a matché avec celui d'un homme déjà condamné pour une tentative d'agression sexuelle. Cet homme de 55 ans s'appelle Pascal Jardin. Jean-Marc, 18 ans après les faits, un individu a finalement été mis en examen pour le meurtre de Christelle Blétry. Oui, et c'est formidable, grâce au progrès de la science, de la technique, de plus en plus d'affaires anciennes sortent, comme on dit en langage policier. Bien sûr, la science, la technique, ça ne suffit pas. Il faut y ajouter le savoir-faire des enquêteurs, leur technicité et puis leur intelligence. Dans le cas de cette affaire, du meurtre de Christelle Blétry, c'est un enquêteur nouvellement affecté à la PJ Dijon, enquêteur qui venait de la brigade criminelle de Paris, du 36 quai des Orfèvres, enfin de l'ancien 36 quai des Orfèvres, qui a eu une idée originale. Classer par ordre de priorité les analyses restant à faire. Ce qu'il faut dire, Jean-Marc, c'est que les analyses ADN coûtent très cher et que la justice hésite parfois à engager des frais si elle estime que les chances de réussite sont trop minces. Selon nos informations, l'analyse de tous les scellés dans l'affaire Blétry a coûté plus de 200 000 €. Oui, c'est la raison pour laquelle il a classé ces scellés par ordre de pertinence. Et en reprenant ce dossier avec un œil neuf, il s'est rendu compte que le pantalon que portait Christelle Blétry le soir de son agression était un pantalon neuf. Il en a donc déduit que s'il y avait des traces ADN sur ce pantalon, ce ne pouvait être que celles des gens qu'elle avait croisés, qu'elle avait rencontrés ce soir-là. Et peut-être celles de son meurtrier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pascal Jardin a été arrêté dans les Landes le 9 septembre 2014. Immédiatement placé en garde à vue, il a avoué le meurtre dès le lendemain. Il a ensuite réitéré ses aveux à 3 reprises, dont la dernière fois devant le juge d'instruction, avant de finalement se rétracter. Oui, non seulement il a reconnu le meurtre, mais en avouant, il a raconté toute l'histoire, apportant même quelques détails qu'ignoraient les enquêteurs. Et ces détails portent essentiellement sur la manière dont il a agressé sexuellement Christelle Blétry. Concernant le scénario du crime, Pascal Jardin a expliqué qu'en rentrant chez lui, il a vu Christelle qui remontait la rue à pied. Il l'a forcée à monter dans sa voiture et il l'a emmenée jusqu'au chemin de l'étang d'Ocle. C'est là qu'il a imposé à Christelle un rapport sexuel qui n'a pas abouti. Christelle a ensuite réussi à s'échapper, mais il l'a rattrapée et face à la résistance de la jeune femme, il lui a asséné une centaine de coups de couteau. Pascal Jardin explique également se souvenir de la terreur de sa victime. Et là, je cite, « Elle était en pleine panique, très apeurée.
Et moi, j'étais dans un état second. Et à la fin de ses aveux, Pascal Jardin ajoute, et je cite à nouveau, « On ne peut que regretter ce geste immonde, dit-il. Malheureusement, on ne veut pas revenir en arrière. » En février 2017, Pascal Jardin comparaissait devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Après 9 jours d'audience et un délibéré de 6 heures, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 20 ans. Négard, on entend souvent ce terme de période de sûreté. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Une période de sûreté, Arnaud, c'est une période incompressible, irréductible, au cours de laquelle, sous certaines conditions, une personne condamnée à de la prison ferme ne pourra obtenir aucun aménagement de peine. Alors Pascal Jardin, pour revenir à notre affaire, a 57 ans au moment où la cour d'assises le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Ça signifie que si à un moment donné, il devait espérer obtenir un aménagement de peine, par exemple une libération conditionnelle, ça serait en tout cas et en principe pas avant ses 77 ans. Pendant le procès, à la demande des avocats de la famille de Christelle, la vidéo des aveux de Pascal Jardin a été diffusée aux jurés. Cela signifie donc que la garde à vue a été filmée par les enquêteurs. Oui Arnaud, mais en réalité il n'y a absolument rien de choquant et c'est au contraire une mesure qui vise à protéger la personne entendue. Depuis une loi de 2007 qui a voulu tenir compte des dysfonctionnements de l'affaire dite d'Outreau, toutes les gardes à vue en matière criminelle sont filmées. L'idée en filigrane, c'est de veiller à obtenir la preuve de la manière la plus loyale qui soit. Et évidemment, la présence d'une caméra durant les auditions de garde à vue, parce qu'elle en laissera une trace susceptible de consultation et de contrôle, oblige les enquêteurs, pour peu qu'on ait pu en douter, à avoir une conduite exemplaire et participe ainsi à garantir le principe de la loyauté de la preuve. Est-ce que la défense aurait pu s'opposer à la diffusion de cette vidéo pendant le procès? Dès le début du procès, Pascal Jardin a indiqué que ses aveux lui avaient été suggérés par les enquêteurs et qu'en réalité, ils ne reflétaient pas l'exactitude des événements. Or, lorsqu'il y a une telle contestation sur le contenu d'un procès-verbal d'audition de garde à vue, la loi autorise la diffusion des enregistrements audiovisuels correspondants. C'est donc une diffusion aux fins de vérification pour parvenir à la manifestation de la vérité. Et pour revenir à notre affaire, à la demande de la partie civile qui évidemment avait tout intérêt à démontrer que les aveux de Pascal Jardin avaient été recueillis de manière loyale, la présidente de la cour d'assises a ordonné la diffusion des enregistrements audiovisuels et la défense ne pouvait pas véritablement, en tout cas de manière effective, s'y opposer. Jean-Marc, pendant toute l'enquête sur le meurtre de Christelle Blétry, le nom de Pascal Jardin n'est apparu à aucun moment. Comment cet homme, qui résidait pourtant à Blanzy, a-t-il pu passer entre les mailles du filet des policiers? Vous imaginez bien qu'on ne peut pas interroger une ville entière, une ville de près de 10 000 habitants. Et puis rien n'orientait les enquêteurs vers Pascal Jardin. Il s'agit d'un homme marié, père de 2 enfants, qui a un travail et qui en plus a un casier judiciaire vierge. En plus, après le meurtre de Christelle, il a repris une vie sociale absolument normale. Rien dans son comportement ne pouvait alerter ni sa famille, ni ses proches, ni même ses collègues de travail. Cette capacité à retrouver une vie normale après avoir commis un acte aussi épouvantable est toujours très surprenante. À ce propos, dans notre émission, nous avions interrogé le psychocriminologue Jean-Pierre Bouchard. C'était 5 ans avant l'arrestation de Pascal Jardin. Et regardez comment cet expert analysait le comportement du tueur. Ces 123 coups de couteau, qui ne sont pas classiques, qui révèlent de façon, je dirais, assez certaine, là pour le coup, que l'auteur de cet homicide était dans un état de rage ou de grande motivation passionnelle, d'explosion passionnelle, on va dire. On sent bien qu'il n'est plus du tout dans la raison, il n'est plus du tout raisonnable au moment où il passe à l'acte. Ses émotions prennent le dessus, il s'acharne, il y a un acharnement extrêmement important. Les coups de couteau sont plantés très très rapidement, en criblant le corps de façon relativement anarchique et beaucoup moins organisée que le ferait un pervers méticuleux. Après les coups, le tueur se retrouve confronté au corps inerte de sa victime. On peut imaginer de façon, je dirais, prioritaire que l'agresseur, au terme de sa rage passionnelle, donc est retombé de ses émotions et puis a abandonné le corps de façon assez peu réfléchie, certes dans un endroit isolé pour pas être vu, mais qui n'avait pas de grande stratégie très très élaborée là derrière. Enfin, un tel déchaînement de violence marque-t-il forcément une rupture dans la vie du meurtrier? Le fait que quelqu'un ait pu commettre un tel homicide et après reprendre une vie où dans sa vie rien ne laisse penser qu'il ait pu commettre l'homicide, ça n'a rien d'étonnant. Je dirais même que c'est un classique dans les homicides qui ne sont pas élucidés,
même avec cette séquence émotionnelle forte et cette explosion volcanique de violence donc, sur la victime. Lors de son procès, Pascal Jardin a raconté que juste après le meurtre, il est rentré directement chez lui dans le centre de Blanzy. Puis il s'est lavé les mains et s'est fait un sandwich car il avait faim. Ensuite, il s'est couché auprès de sa femme qui dormait déjà. Et le lendemain matin, il a repris tout simplement le cours de sa vie avec ses enfants et son épouse. Un récit glaçant, Jean-Marc. Oui, et c'est tout à fait cohérent avec ce que nous disait Jean-Pierre Bouchard. Vous savez, quand on interroge les voisins, les proches d'un meurtrier, bien souvent, ils le décrivent comme étant quelqu'un de normal, sans histoire, ne faisant pas de bruit, et certains même ajoutent qu'il était fort sympathique. Les experts psychiatres expliquent ça tout à fait bien par la théorie du clivage. D'un côté, on a un homme qui vient de commettre un meurtre atroce, et puis d'un autre, il arrive à occulter tout ça, il continue à mener une vie sociale normale sans rien laisser apparaître. C'est le concept de Dr Jekyll et de Mr Hyde. Pascal Jardin sera rejugé à l'automne 2018 car il a fait appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle, le combat n'est pas terminé. Elle qui depuis plus de 20 ans attend que justice soit faite.